à toutes et à tous. Et déjà, en guise d'introduction, je sais bien que c'est l'usage, mais là, c'est avec un plaisir non dissimulé que je voudrais remercier les organisateurs de cette journée pour m'avoir proposé d'intervenir, sachant que ce n'est pas mon thème de prédilection en plus. Donc, c'est pour ça que je vais faire un petit commentaire sur mon titre, rythme du geste, temps du calcul. Gestualité du numérique, un impératif catégorique pour le design éthique, parce que je n'étais pas du tout parti sur cette idée-là au départ. Et donc, j'étais plutôt sur les confrontations interprétation-machine, qui est un peu le thème que je travaille depuis pas mal d'années déjà. Et en fait, en réfléchissant un peu à la question du geste, je suis amené à envisager d'autres manières d'aborder la question et de reformuler la problématique sur des pans plus justement de considération de l'incapacitation des usagers et donc la dimension éthique en fait que peut avoir le geste dans sa prise en compte dans la conception des artefacts numériques. Donc j'utilise le mot design éthique évidemment pour faire plaisir à Karl. Vous avez fait le plaisir de venir de Nantes évidemment. Donc bien sûr c'est un élément publicitaire à son intention, mais pas que. Enfin, en tout cas j'espère que mon exposé, vous l'envisagerez autrement que par cette simple dédicace implicite à Karl, mais comme une réflexion que je vous propose sur la question du geste. Alors, top, ça va marcher avec les flèches, voilà. Alors, en fait, mon exposé pourrait durer 30 secondes à peu près, parce que j'ai une seule idée à vous vendre. Mais comme on est là quand même pour passer du temps ensemble et qu'il faut tenir la journée, je vais évidemment passer un peu plus de temps à disséquer un peu l'affaire. En fait, l'idée est quand même d'une simplicité qui est presque une insulte à votre intelligence, puisque ça tient sur une carte de visite, en tout cas un post-it ou une planche de PowerPoint. C'est le plan de mon intervention, c'est de dire que la situation techno-phénoménologique de l'humain est la suivante, c'est que dans un premier temps, et c'est ça que je vais traiter en première partie, on peut considérer que nous autres êtres humains, dans la vie de l'esprit qui est la nôtre, eh bien, elle se constitue comme essentiellement synchronisation entre le flux vécu et les éléments extérieurs, les transcendances avec lesquelles il est confronté, et que ça se traduit par des rythmes et des gestes qui permettent de construire cette synchronisation. Et donc l'humain n'existe qu'à proportion en fait, des synchronisations qu'il est capable de faire avec ce qui l'environne et y compris avec ce qui le constitue. C'est-à-dire la synchronisation avec soi-même, on le verra, fait partie également des enjeux phénoménologiques de la constitution de l'esprit. Et cette analyse existentielle, on va dire qu'elle est quasiment prise en défaut par un constat empirique que l'on peut faire de manière de plus en plus prégnante. En tout cas, je rejoins pas mal de travaux à cet égard. C'est que la technique de manière générale et la technique numérique en particulier se manifeste en partie comme étant une puissance d'aliénation et donc de désynchronisation des vies de l'esprit par rapport à différentes entités qui constituent notre environnement. Et donc, cette tension qui s'instruit, c'est-à-dire que nous sommes constitués comme une synchronisation, or nous sommes déconstruits par une désynchronisation qui est le fait d'un des aspects du système technoscientifique actuel, eh bien, il faut retrouver des possibilités de médiation entre les deux. Et donc, c'est là où la notion de geste est apparue pour moi, puisque le geste, c'est forcément un geste qui va être un geste technique, c'est-à-dire qui est ajusté à un outil, c'est un geste outillé, c'est-à-dire qu'il utilise un outil, ou c'est un geste qui répond à l'usage d'un outil, c'est un geste qui va instrumenter, mobiliser un outil. Et donc ce geste, du fait que c'est un mouvement corporel qui est ému par une intention d'exécution ou d'interprétation, d'expression, eh bien, par définition, il y a une médiation entre le temps de l'humain et le temps de la machine. Et donc, dès l'instant qu'on pense ce geste, on est obligé de penser cette médiation entre l'humain et la machine. Et comme on le verra par la suite, eh bien, une bonne partie des techniques contemporaines sont précisément d'éliminer la dimension gestuelle en fait, de l'intervention humaine sur les dispositifs techno-numériques et techno-scientifiques. Et donc, d'une certaine manière, on s'aperçoit que le geste, c'est une manière de traduire techniquement le fait de pouvoir réintroduire une compatibilité, une synchronisation entre l'humain comme vie de l'esprit et les machineries techno-numériques
que l'on peut avoir. Donc de ce point de vue, le geste devient un enjeu existentiel, puisque ça devient un support de synchronicité, et un enjeu éthique, puisque c'est la manière dont on peut rendre l'humain responsable et en tout cas en capacité de gérer son destin avec la technique, puisqu'il y a une commensurabilité qu'on introduit par cette synchronicité. Voilà, donc voilà, maintenant c'est terminé. C'est tout, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc, je vais essayer de redire la même chose, mais en approfondissant ça et là quelques propos, pour vous expliquer un peu d'où je parle et pourquoi j'en suis amené à vous présenter cet argumentaire. Alors, pour ceux qui m'ont déjà entendu, d'où je parle, c'est pas une surprise. Hein. Mon approche est fondamentalement phénoménologique. Hein. Et donc, mon idée, c'est phénoménologique au sens large, hein, c'est-à-dire qu'évidemment, comme tout bon phénoménologue, je suis né chez Husserl, hein, mais évidemment, après, on gambade ça et là dans d'autres espaces. Mais d'une certaine manière, mon ça phénoménologique reste les leçons sur la conscience intime du temps de Husserl. Et donc, l'idée, c'est que l'humain comme esprit, c'est un flux. Hein, c'est-à-dire un flux de vie qui est plongé en situation, et avec un flux qui est dimension un petit peu paradoxale, c'est que le flux phénoménologique prima facie, c'est un flux qui est anonyme, vide, qui est juste une puissance de progression. En fait, c'est un conatus sans contenu, une persistance à continuer, une persistance à progresser, mais sans aucune structure interne. Pourquoi? Parce que cette structure de la vie de l'esprit va venir par la synchronisation de ce flux avec les extériorités qu'il rencontre. En gros, le paradoxe de la phénoménologie qu'on peut développer à partir de Husserl, c'est qu'on sort un peu l'idéalisme qui était le sien pour dire, en fait, la vie de l'esprit, c'est pas un contenu qu'on va projeter sur l'extérieur et essayer d'habiller ce qu'on rencontre par rapport à ce qu'on savait déjà. C'est que la vie de l'esprit, c'est un grand vide qui se constitue au fur et à mesure des rencontres qu'il fait. Et donc, c'est plutôt, en gros, une dynamique qui s'embraye, qui se constitue à partir des rencontres avec autrui, des rencontres avec notre environnement, notre rencontre avec nos artefacts ou les objets, etc. C'est-à-dire, en gros, l'humain est un vide qui se remplit au fur et à mesure de sa condition existentielle, voire existentielle, puisque c'est le mot que je vais utiliser par la suite. Donc, ça veut dire que, originellement, le flux de vie qui constitue l'humain est une pure immanence sans rien dedans, mais qui va du coup être confronté à des perturbations qui sont vécues de l'extérieur, qui viennent de l'extérieur et qui sont reçues au départ comme un signal, comme la tique de Fomuscule qui, en se promenant quand le promeneur se balade dans la forêt et passe à proximité, eh bien, il y a un signal de température et pouf, la tique tombe dessus et s'abreuve goulûment du sang de sa victime involontaire et néanmoins compatissante au sort de la tique. Donc, la tique, en fait, tant que l'humain ne passe pas, elle ne vit pas. Hein. Elle est en une espèce de pseudo-hibernation. Elle attend qu'il y ait un signal pour avoir sa réaction qui va constituer sa réponse, mais qui sera purement réactive et immanente. Et en fait, toute la vie de la conscience et de l'esprit, ça va être tout simplement introduire de la médiation entre le signal et la réponse, c'est-à-dire la médiation de la pensée, la médiation de la conscience. Et en gros, d'une certaine manière, c'est cette dilatation en fait entre le temps du signal et le temps de la réponse qu'on appelle en fait la vie de l'esprit, et les structures qui vont se dégager, c'est précisément les conditions, les modalités de cette médiation. Donc on retrouve un peu du Augustin, hein, c'est-à-dire en gros l'esprit, c'est la dilatation anémie, hein, c'est distentio anémie, c'est-à-dire une distension de l'âme, c'est-à-dire un présent qui devient large, qui devient étendu entre le signal et la réponse. Parce que le premier phénoménologue, c'était quand même Augustin, c'était pas Husserl. Comme disait Rastier, c'est quand même très beau latin. Alors, maintenant, partons sur la structuration de cette vie de l'esprit par rapport à ces différentes rencontres que l'on peut avoir. Parce que comme je l'ai dit, le flux est un grand vide et il se constitue par rapport à des rencontres qui sont liées de l'exposition de ce flux parce qu'il est jeté dans un environnement dont il est au départ une composante simple et qui va devenir en fait un être à part entière en son sein.
Et donc ces rencontres existentielles, en fait, bon, le mot existentiel c'est emprunté à Heidegger, évidemment, mais en fait, le patronage que je revendique ici est plus sémiotique. En fait, c'est celui de Rastier, qui, dans un de ses papiers, on voulait envisager les situations sémiologiques premières que va avoir un individu. Et en gros, il dit, lorsqu'on va considérer, lui ce qui l'intéresse c'est le signe, hein, les conditions du signe, c'est d'abord le ici et maintenant. Ensuite, on va avoir le distal, au sens ce qui est là-bas mais qui n'est pas ici. Et puis après, on va avoir l'ailleurs, hein, c'est-à-dire ce qui n'est pas présent. Donc c'est les trois modalités fondamentales sémiologiques de tout individu qui est jeté dans un environnement. C'est qu'il y a le proximal, le distal et l'ailleurs. Le proximal, c'est ce qui est avec moi, ici, maintenant. Le distal, c'est ce qui est là-bas. Là-bas, dans la perception spatiale, là-bas, temporelle, la mémoire, etc. Et puis l'ailleurs, hein, c'est-à-dire ce qui n'est pas là, mais que je vais néanmoins essayer de prendre en compte dans ma vie de l'esprit. Et puis, dernière dimension que je rajoute à celle de Rastier, c'est le avec. C'est-à-dire que le vide initial qu'est l'humain, eh bien, il se remplit quasi de manière originaire par la rencontre avec autrui, en fait. Hein. Que ce soit les conditions de sa naissance, etc. L'humain est d'abord accueilli hein, dès sa naissance dans un environnement qui fait qu'il est avec avant d'être ici. Hein. Il est avec avant d'avoir un ailleurs. Il est avec avant d'avoir un là-bas. Hein. Et comme on l'a appris, la première relation de l'avec, c'est le ici et maintenant dans une relation avec la mère et la prime enfance. Alors, ces situations existentielles vont donner lieu à des existentiaux, là au sens Heidegger, c'est-à-dire les fondamentaux de la condition de la vie de l'esprit. Donc, le ici, là-bas, ailleurs, avec, ça devient quoi quand on va le prendre d'un point de vue existentiel, c'est-à-dire les conditions de vie existentielle associées à ces situations. Eh bien, le ici et maintenant, c'est un faire. Je me saisis des objets qui sont autour de moi et ça me sert à répondre à mon environnement. Le là-bas, par définition, c'est là-bas, donc je ne peux pas agir. C'est quoi la modalité du là-bas? C'est percevoir. Je perçois ce qui est là-bas. Hein. Le ailleurs, il n'est pas là, le ailleurs. Donc comment est-ce que je peux tenir compte de l'ailleurs, sachant qu'il n'est pas là? Eh bien, en fait, je vais le remplacer et je vais prendre des représentants d'un là-bas qui est absent. Ça s'appelle le symbole. C'est le dire. L'émergence du langage, c'est pouvoir parler à d'autrui de ce qui n'est pas là. C'est de communiquer sur non pas le distal, mais également l'ailleurs, l'absent. D'où l'émergence du langage et la culture des morts, etc. C'est-à-dire, anthropologiquement, c'était bien attesté, hein, c'est-à-dire que la première façon de parler de ce qui n'est pas là, c'est de parler des morts. Et dernière dimension, qui n'est pas une dernière dimension au sens chronologique, hein, c'est logiquement constitué, c'est même la première, hein, c'est le avec, c'est-à-dire c'est se fier, c'est-à-dire que un être humain qui se développe, c'est quelqu'un qui apprend à être fiable et à faire confiance. On ne peut pas se constituer sans apprendre à faire confiance. Donc, du coup, ces existentiaux vont donner lieu à des objectivations, c'est-à-dire en gros des objets qui vont constituer cet existentiel. Donc, le faire, c'est la prise technique, je prends le marteau pour taper sur mon voisin ou pour enfoncer un clou. L'assaillant, c'est la saillance perceptive, hein, notre bon vieux Gibson des familles. Ensuite, le symbole, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le surrogate, c'est le représentant, c'est le lieu tenant de ce qui n'est pas là. Et puis, le se fier, c'est le commun qu'on va partager avec d'autres. Et donc, au mode subjectivation, c'est-à-dire ma manière de m'emparer des objets dans le cadre de l'existentiel, va actualiser la prise, focaliser sur la science, hein, l'intention qu'on va attacher au symbole, parce que le symbole va exprimer pas seulement sa présence, mais ce pourquoi il tient lieu. Et puis le commun, l'empathie, parce que c'est le se fier et être fiable, c'est pouvoir en fait se mettre à la place de l'autre, c'est la dimension de l'empathie. Donc vous voyez après que les lieux d'élaboration, ça va être ce qu'on appelle habituellement la technique, l'esthétique, la conception et l'éthique, hein, comme lieu commun de ces éléments-là. Et à chaque fois, c'est là où on voit que la dimension de l'avec est d'une certaine manière surplombante sur les autres, c'est que tous ces existentiaux sont des prétextes à construire un monde partagé, un monde commun. Puisque le monde de l'ici et de maintenant, c'est le corps à corps, hein, la caresse chez Lévinas, etc., mais aussi le partage des outils. On va avoir l'horizon partagé, croisement des regards, qui est si cher à notre ami Charles Lenay, qu'on peut saluer amicalement ici. Qui aurait aimé être là, qui est en conseil de département. Ah oui, voilà, lui, il a un métier. Et la notion de langage commun, de culture partagée, c'est l'intention et le dire qui est associé. Et puis évidemment, le destin partagé, savoir que même les gens qui ne se connaissent pas, quand ils sont au même endroit, bah, ils partagent un même destin. Et donc c'est ce qui fait une première communauté
que l'on a les uns avec les autres. Alors évidemment, c'est une dimension un petit peu irénique que je vous fais. Il y a des turpitudes qui sont associées à ça. Par exemple, quand on parle de l'ici et maintenant, de la prise technique, eh bien, il y a des méprises. Je peux mal me saisir des objets et mal les appliquer. Les saillances, ça donne lieu aussi à la confusion des sens. Le symbole, on ne le comprend pas, on l'interprète de travers, ça donne la confusion du sens. Et puis, le monde commun, c'est aussi un monde conflictuel. Et donc, en faisant référence par exemple aux travaux de René Girard sur la violence mimétique, c'est-à-dire l'apprentissage du commun, c'est l'apprentissage de la violence mimétique et de la violence victimaire. Tout n'est pas irénique dans le monde de la vie d'esprit partagée. Alors, là où j'en suis, je progresse, vous voyez, situation, existentiaux, etc. Et donc, j'en arrive à le fait de dire, eh bien, ces objets existentiaux avec les modalités de subjectivation, etc., vont donner lieu à une constitution temporelle qui se traduit par des rythmes et qui épouse des gestes. C'est là où vous voyez venir progressivement par la notion de geste. Donc, l'existential du faire, percevoir, dire avec, eh bien, quand on va les mettre en œuvre, comme on est dans un flux de l'esprit, c'est-à-dire qu'on est dans une temporalité, eh bien, un existentiel qui constitue à travers un flux, ça devient une récurrence régulière d'un motif identique, je me saisis du même outil, je sais faire quelque chose avec, etc. Bref, c'est-à-dire un rythme. C'est-à-dire un rythme, c'est la récurrence d'un régulier, d'un motif à intervalles réguliers. Donc, le rythme, c'est ce qui va marquer une structuration dans le flux, c'est-à-dire que le flux n'est plus qu'un vide, il commence à se remplir, et la mobilisation de ce rythme, c'est un geste. Comme le geste du métronome, le geste musical, etc. On a un geste qui épouse le rythme et qui est constitué par ce rythme. Donc, dans le faire, on va avoir la routine qui va être la saisie technique. Dans le percevoir, on va avoir la reconnaissance, la focalisation que j'évoquais et la posture perceptive, c'est-à-dire qu'on va apprendre à se mobiliser pour pouvoir ajuster notre perception. Et là, j'ai besoin de la fiche parce que moi, ce qui m'a intéressé, c'est que quand je suis en face, je ne vois rien. Mais comme j'étais assis à côté, quand vous mettez le biais, vous lisez parfaitement. Et en plus, tu vas prendre à l'envers. Je la prends à l'envers. Oui, voilà. Et donc, justement, parce que de face, on ne voit rien, mais quand je l'ai vu de côté, en fait, c'est très lisible. Je ne sais pas si vous voyez bien. En fait, on voit très très bien. Donc, en fait, c'est ça que je veux dire par la posture perceptive, c'est que c'est moi qui me reconfigure dans un rythme de vie perceptif pour ajuster ma focalisation sur ce qu'il y a à voir. Et donc là, merci Simon. C'est un très bel exemple. Et je l'ai vu au restaurant, donc je veux dire, ça, faut pas que je laisse passer ça, c'est trop beau. Et donc, le dire, ça va donner la déclamation avec le rythme verbomoteur. Vous voyez, d'ailleurs, j'arrête pas de bouger, de m'agiter, etc. J'incarne les rythmes verbomoteur. Et puis enfin, on a le rituel de l'AVEC, avec les dimensions de communication, délibération, voire institution. C'est-à-dire, l'institution, c'est le rythme de la vie sociale. Et donc, à partir de là, eh bien, on dit geste, rythme, on n'est pas loin de la synchronisation que vous évoquez au départ, parce que le rythme, c'est ce qui permet de se synchroniser avec d'autres rythmes. La synchronisation, c'est un rythme qui en épouse un autre. Et donc, on va avoir qu'à travers ces gestes et ces rythmes, on a des modalités premières de synchronisation, c'est-à-dire de constitution de l'individu par rapport à ce qui l'environne. Non pas l'individu qui est déjà là, qui voit comment ça marche, c'est l'individu qui se constitue comme synchronicité avec ce qui est autour de lui. Alors la première synchronicité qui est autour de lui, c'est lui-même, comme corps, comme un déjà là qu'il n'arrête pas de découvrir et qui en partie lui échappe. Surtout les dosages, Serge. Ensuite, on a l'environnement, c'est-à-dire, rigole pas Clément, ça va venir, je te le souhaite. Mais plutôt tu ne le penses. Oui, voilà. Voilà. Ensuite, on va avoir la synchronisation avec l'environnement au sens large, c'est-à-dire la notion de milieu écologique, etc., dont on parle beaucoup en ce moment, mais avec raison. Donc c'est une synchronisation avec l'environnement et synchronisation avec sa culture. C'est pour ça qu'on apprend à parler sa langue, on apprend à lire sa langue, on apprend sa culture, etc., puis voir d'autres cultures d'ailleurs. Et puis enfin, la synchronisation avec autrui. Donc voilà, déjà, pour vous expliquer ce que j'entends par synchronisation. C'est-à-dire la synchronisation, c'est le résultat d'une modalité de construction de l'esprit avec ceux qui l'environnent et comme étant constitutif de cette vie d'esprit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sans être synchronisation parce que l'être étant une pure puissance de flux, en fait, il y a quelque chose dans le flux à partir du moment où il y a cette synchronisation avec nos environnants, c'est-à-dire nous-mêmes, l'autrui, la culture, etc. Ce qui est introduit d'ailleurs d'un point de vue prééthique, c'est que la dimension de l'avec, je disais, être fiable et
et faire confiance, c'est qu'il faut apprendre du coup à être fidèle à soi-même, fidèle à l'environnement, fidèle à sa langue, fidèle à autrui. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une dimension éthique qui va venir là-dessus, c'est-à-dire de maintenir cette synchronisation. Par exemple, aujourd'hui, on a un problème de fidélité à l'environnement. C'est ça la crise climatique avec l'anthropocène. On a du mal à justement rester fidèle au rythme intrinsèque de l'environnement. Et donc, on déconstruit d'une certaine manière cette synchronisation. Alors justement, désynchronisation, les turpitudes de la synchronicité. Alors, le fait dans lequel on est, c'est de dire que donc ça s'est accéléré, mais c'est pas nouveau, parce que d'aucuns qui sont aussi à Postec diraient que la technique fait partie des conditions humaines, puisque technogénèse est anthropogénèse, donc c'est toujours parti au cacahuète dès le départ, en fait, on va dire, c'est qu'on a une dilatation du temps et de l'espace du fait de la technique. C'est la définition, je reprends de Pierre Caille, que je trouve assez intéressante, c'est de caractériser les techniques comme étant ce qui nous donne la capacité d'élargir notre horizon matériel d'intervention, de prise en compte, en fait. Plus loin, plus tard ou plus tôt. Donc la connaissance technique, la connaissance scientifique adossée à la technique permet d'élargir notre horizon d'intervention, de prise en compte. Et en même temps, lié à cette dilatation, on a une complexification des représentations. Ce qui veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une exigence de temporisation supérieure pour pouvoir comprendre les médiations qu'on mobilise. Et donc vous voyez déjà l'attention que je vais mettre en place, c'est que dilatation veut dire qu'on va devoir tendance pour rester dans un temps humain, accélérer les choses, parce que si on veut aller plus loin, il faut aller plus vite. Et en même temps, complexification, ça va être plus compliqué de le faire, donc il va falloir plus de temps pour comprendre. Donc, temporisation de la complexification, accélération due à la dilatation. Donc évidemment, ça va faire spritz. Donc, pour l'instant, notre principal mode de réaction à ces deux facteurs, dilatation et complexification, c'est une accélération générale, plus vite, plus loin, plus largement. C'est la tendance actuelle, donc ça, c'est dit depuis une trentaine d'années, Virilio, Stigler, etc. Là-dessus, vous connaissez les choses comme ça. Alors, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, eh bien, cette complexification et dilatation aboutissent de facto à des désynchronisations. C'est-à-dire que, du fait de ces temps qui évoluent de manière inverse, on a des désynchronisations qui se mettent en place. Premièrement, avec soi. Alors, pour moi, c'est un phénomène qui est à la fois très ancien, mais qui subit en même temps une accélération troublante ces derniers temps. C'est ce qu'on a appelé l'exosomatisation ou la quantification du soi. C'est le fait de savoir que, par exemple, pour savoir s'il fait chaud, je regarde la température sur ma montre. Et je ne regarde pas si moi j'ai chaud. C'est-à-dire que ma connaissance de mon ressenti ne passe plus par mon ressenti. Passe par une objectivation intermédiaire. C'est-à-dire que je me désyncronise de moi-même pour pouvoir me synchroniser avec un outil qui est précisément une construction, là, techno, socio, schtroumpf qu'on peut avoir, c'est-à-dire qui est évidemment biaisé, médié, etc. Désynchronisation avec autrui, c'est-à-dire qu'on ne prend plus le temps de parler, on a des injonctions, c'est le SMS disant tu rentres à quelle heure, n'oublie pas les 3 kilos de carottes avant de rentrer, etc. L'environnement, ça je vous fais par dessin, on est tous plongés dedans. Et puis également, ça c'était un des éléments de ma critique des big data dont je vous fais grâce aujourd'hui, sur notre rapport à la culture qui est aujourd'hui médié par le calcul, c'est-à-dire que un des critiques qu'on peut faire sur les humanités numériques, c'est pas global, le reproche global qu'on peut leur faire, mais une des facettes de ces travaux, c'est qu'on remplace l'interprétation d'un texte par la lecture par le fait de le rendre calculable et de simplement considérer les résultats qui vont être issus de ces calculs. C'est-à-dire qu'un texte, c'est plus quelque chose qui se lit, c'est pas un discours, c'est un sac à mots qu'on va considérer de manière purement calculatoire. Donc c'est des désynchronisations qui se constituent au fur et à mesure. Alors, le fait qu'il y ait des synchronisations, c'est pas ça qui est dramatique. Parce que des synchronisations, par définition, on invente des outils, il y a toujours des synchronisations. Là où ça se passe, c'est qu'on a des synchronisations sans qu'on voit vraiment bien les modalités de resynchronisation, de réajustement. Pourquoi dans une crise climatique? C'est parce qu'on ne voit pas les modalités de réajustement. Pourquoi on va parler de problèmes avec autrui? C'est qu'on a des médias sociaux ou autre chose, etc., qui vont faire qu'on voit bien une dégradation sans qu'on imagine bien les modalités de réajustement. Et c'est ça qui fait problème. Le fait qu'il y ait des synchronisations, des désajustements, c'est pas nouveau, ça s'appelle être humain. Ça a toujours été comme ça. En revanche,
ce qui est nouveau, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un coût du réajustement, qu'elle se dit ah, là, ça ne va pas le faire parce qu'on n'aura pas le temps, on n'aura pas les outils, on ne sera pas dans les bonnes conditions pour. Bref, ça va partir en cacahuète. Alors, le fait que ça part en cacahuète, ce n'est pas arrivé d'aujourd'hui, il y a eu des conflits avant, de faits technoscientifiques, contemporains, mais néanmoins, là, on se dit qu'on a des zones de tension qui se mettent en place en tant que tel. Par contre, la désynchronisation fait partie de la vie de la synchronisation. On synchronise, on désynchronise en permanence. Mais justement, le être humain, c'est savoir reconstruire une synchronisation avec notre environnement. Alors si on prend l'exemple du numérique, le numérique, dans le fait technique contemporain depuis, on va dire, 6 ou 7 décennies à peu près, c'est qu'on a un artefact qui, a priori, détruit des bosses dans des substrats techniques qu'on manipule avec des automates et ce genre de choses comme ça. Et donc, première chose que l'on va avoir, c'est apprendre à manipuler ce genre de choses. Et donc, comment on les manipule? Eh bien, on va les manipuler avec des outils technologiques, techno versus très logiques, ou techno-mathématiques, qui vont nous permettre de manipuler cela. Mais évidemment, on s'aperçoit qu'on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes, qu'on donne un sens à ces nombres qui sont manipulés, et ce sens, par exemple, si c'est des pixels, si c'est des textes, etc., bref, on va obtenir des formats qui nous permettent de traiter des réalités régionales. Je peux avoir du numérique qui porte sur de la photo, des sons, ce genre de choses. Et puis, je peux même essayer de plonger ça dans la réalité des métiers, c'est-à-dire des usages, des pratiques, etc., avec une dimension pragmatique. Alors, historiquement, ça s'est constitué quasiment chronologiquement avec ces étapes-là, mais évidemment, aujourd'hui, tout est fait en même temps. On est dans là encore une fois, une synchronicité de ces préoccupations. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cet exemple du numérique? Parce que ce que je trouve intéressant dans le cas du numérique, c'est que ça illustre très bien ce que j'évoquais tout à l'heure sur la complexification. Pourquoi? Parce que quand vous allez parler de mathématiques, eh bien, vous avez une complexité des phénomènes. Déjà, ça veut dire quoi? Un calcul. Comment est-ce qu'on peut faire des calculs qui sont, par exemple, sécurisés? C'est tout le problème de la cryptographie aujourd'hui. Vous savez comme moi que les mathématiques les plus complexes sur les nombres entiers servent à créer la cryptographie, les conditions de la cryptographie. Bref, c'est la plus grande abstraction qui permet de faire des choses très concrètes en termes de manipulation. Mais également, on a le problème systémique, c'est-à-dire de gérer des contenus hétérogènes, des réalités hétérogènes qui soient des médias, des contenus, mais également des process comme des systèmes techniques complexes comme des véhicules autonomes ou des centrales nucléaires, etc. C'est l'hétérogène. Et puis enfin, on a la dimension pragmatique, plongée dans des usages, et bien introduire l'empêcheur de calculer en rond, c'est-à-dire l'usager ou l'utilisateur, le fait de plonger ces systèmes en situation. Et à chaque fois, ça donne lieu à une complexité scientifique que j'appelle analytique, une complexité systémique de l'ingénieur que j'appelle synthétique, et une complexité de prise en compte des usages, qui est une complexité herméneutique, parce que prendre en compte l'humain, c'est prendre en compte quelqu'un qui est capable de savoir qu'il est pris en compte, et donc il va déjouer ce que vous avez prévu, et qui va faire évidemment autre chose que ce que vous avez prévu. Donc on va avoir une tension entre l'accélération que j'évoquais tout à l'heure et la complexification qui est associée. Et l'accélération, c'est précisément que comme il faut aller plus loin, plus vite, et bien, notamment avec des outils techniques comme le numérique permet de le faire, Stigler par exemple parlait du temps réel ou du temps instantané, pour dire on est dans une nouvelle dimension de la médiation technique, elle est temps réel. Donc voilà, on a ces phénomènes-là. Complexification, les exemples que je vous donnais à l'instant, c'est précisément que pour comprendre ce qu'est le numérique, l'on voit que les étudiants, ça prend du temps. Eux, ils l'utilisent, mais ils ne comprennent rien. Même parmi les collègues, on s'aperçoit que les 0 et 1 de l'informatique, c'est un peu compliqué à expliquer ce que ça représente exactement. Parce que c'est compliqué intrinsèquement, de toute façon. C'est pas parce que les gens ne veulent pas comprendre ou sont idiots, c'est non, c'est compliqué. C'est une élaboration, on a mis à peu près 5000 ans à abstraire ces notions-là. C'est normal, ça prend un peu plus de 5 minutes pour comprendre ce que ça veut dire. C'est pas du tout absurde. Mais du coup, ça prend du temps. Où est-ce qu'on a aujourd'hui le temps de prendre le temps de comprendre? Donc, on a la complexité technoscientifique, la complexité hétérogène, c'est de la conception. Où est-ce qu'on a le temps de faire des conceptions qui soient robustes? Là, c'est la prise en compte des risques industriels, par exemple, de la conception. C'est très compliqué. Le risque industriel, c'est prendre en compte des événements qui ne sont jamais produits. Syndrome Fukushima, mais qui sont possibles. Donc, ça ne s'est jamais produit, mais ça peut arriver. Dans une conception, vous prenez ça comment en compte? Vous modélisez ça comment? Bon, évidemment, l'herméneutique, j'en parle pas, c'est la plus grande des
des complexités. Et donc la réponse habituelle, et c'est là où je dis qu'on a un décrochage, c'est qu'au lieu de dire on essaye de resynchroniser, ben non, on accélère la désynchronisation. Pourquoi? Parce que si on prend ne serait-ce que nos institutions par exemple, eh bien, on voit bien qu'il y a un temps de la recherche, de l'enseignement qui ne colle pas avec le temps de l'administration. Eh bien, on a rajouté une couche. Au lieu de résoudre ça, on va dire on va faire un peu plus de procédures, on va faire un peu plus de normes, etc. On va accélérer le décrochage qu'il y a entre le temps de l'objet et le temps de la manipulation de cet objet. Donc en fait, on a dans une fuite en avant de cette accélération qui va dire, essayez pas de réfléchir, vous n'avez pas le temps, appliquez la norme, appliquez la procédure. Surtout, ne réfléchissez pas. Si vous réfléchissez, c'est vous le bug. Et oui, parce que, je ne sais pas si vous avez vu, mais depuis 50 ans, quand il y a un problème d'un homme avec une technique, c'est toujours l'erreur humaine. Le film qu'on parle souvent avec Serge, Capitaine Sully, quand il a sauvé les gens, on lui dit oui, mais ils n'avaient pas respecté la norme. Donc, procès. Il a dû se justifier. Alors qu'en fait, il a quand même de facto sauvé, je crois qu'il y avait 150 personnes, enfin ouais, voilà, 150 personnes dans l'avion. Voilà, donc c'est un peu ça la question qui se pose. Et pourquoi est-ce qu'on a aussi un décrochage? C'est qu'en fait, on le voit autour de nous, il y a un ressenti qui est assez fort et assez négatif. Alors j'aime pas trop le mot catastrophe parce qu'il ne faut pas avoir des accents apocalyptiques, etc. Parce que je reprochais d'ailleurs un temps à Stigler, mais néanmoins, il y a un peu de cela, c'est-à-dire une catastrophe anthropologique, c'est-à-dire que les humains perdent l'habitude de cohabiter avec eux-mêmes et avec soi-même. Donc il y a un sentiment d'aliénation, de dérédiction. Vous savez, la dérédiction, c'est le sentiment d'abandon de Dieu, du destin. C'est-à-dire qu'on ne sait plus où on en est, quoi. On est perdu. C'est un sentiment de pommitude assez intense. C'est ça la dérédiction. Et là, on a cette catastrophe anthropologique. La catastrophe bureaucratique, moi, c'est ce que j'ai vécu pendant à peu près 20 ans d'administration de la recherche, où j'ai senti une dégradation au fur et à mesure. Et une espèce que, à chaque fois qu'on a un problème, eh bien, on s'aperçoit qu'on a une procédure qui prétend résoudre le problème, qui recrée évidemment autant de problèmes, sinon plus qu'avant. Et donc, moi, ce que j'ai vécu, c'est que j'ai pu à chaque fois construire un ordre local dans un désordre global qui ne faisait que s'amplifier. Et à un moment donné, on en a marre. Et puis, catastrophe politique, là, c'est le monde calculatoire qu'on nous promet, où la décision calculée remplace le jugement exercé. Donc, c'est la justice digitale, c'est la police scientifique, c'est la décision médicale, qui n'est plus fait appel à l'expertise. Ça ne veut pas dire que la machine a toujours tort et l'humain a toujours raison, c'est pas ça que je dis. Je dis que l'expertise de la machine n'est pas une expertise, c'est une décision calculée. Et donc pour que ça soit expertise, il faut qu'il y ait une reprise par le jugement exercé de l'humain. Évidemment, l'humain serait bien bête de se passer de ce que la machine nous permet de faire. Je ne dis pas qu'il faut enfoncer les clous avec ton main nue. Et donc l'enjeu, puisqu'on a ces décrochages que je constate en termes de catastrophes que j'ai évoquées, et également ce décrochage qui devient problématique parce qu'on ne voit pas comment on peut se raccrocher, eh bien c'est de thématiser la question de la resynchronisation comme problème, alors que jusque-là, ça se faisait un peu tout seul, puisque faisait partie de la vie normale des choses. On désynchronise avec l'environnement, on se resynchronise, on prend le temps de le faire, et puis voilà. C'est un sentiment que traversent tous les doctorants à un moment donné. Ils se sentent désynchronisés progressivement avec l'objet de leur thèse. Et puis, les dialogues nourris avec leur directeur de thèse leur permettent de se resynchroniser avec eux-mêmes et leur sujet. Enfin, normalement. C'est la promesse aussi. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut resynchroniser ça, c'est-à-dire rentrer en résonance. Donc là, j'évoque l'ouvrage de Hartmut Rosa parce que je me suis aperçu que, en fait, j'utilise le mot résonance, moi j'utilise le mot synchronisation, mais en fait, les deux usages qu'on a sont excessivement proches et ils disent à peu près la même chose. C'est comment est-ce qu'on réintroduit cette synchronicité entre les nous que nous sommes avec les objets qui nous environnent et les nous qui sont autour de nous. Donc, l'enjeu de la résonance, c'est reprendre la main pour pouvoir précisément rentrer en résonance et resynchroniser avec notre environnement. Et c'est là où j'introduis la notion du geste. Alors pour faire un mauvais jeu de mots, reprendre la main, manipulation, geste. Donc le geste raisonné, un geste inspiré par une intention, eh bien c'est ça le fait de reprendre la main et d'être l'outil de la resynchronisation. Alors, mettre en résonance, ça veut dire quoi?
Mettre en résonance, c'est être capable de mettre en lien le temps humain et le temps de la technique, le rythme humain avec la fréquence technique. Parce que la technique n'a pas de rythme. La technique, elle a une fréquence. C'est une récurrence du même. Alors que le rythme, c'est une récurrence d'un identique ou d'un soi-même, au sens quasiment ricoeurien. C'est-à-dire qu'il n'est pas exactement le même d'un point de vue physique. Et donc, si on veut les synchroniser, eh bien, on s'aperçoit qu'on a deux approches qui seraient possibles. Celle que implicitement tout le monde prend, c'est l'aliénation et l'accélération, c'est-à-dire qu'on va diluer le rythme dans la fréquence. C'est la fréquence de l'outil qui doit primer sur le rythme. Donc c'est l'injonction globale, ajustez-vous à vos outils. Et ou alors l'idée de dire que la fréquence doit s'ajuster au rythme, c'est temporisation-résonance. Sauf que évidemment, ça ne peut pas être simplement une injonction, puisque ça en fera une de plus, ça ne veut rien dire. Donc quelle est la médiation qui va permettre de rebondir pour dire comment, par quel biais la fréquence peut s'ajuster au rythme? C'est pas en éliminant la technique, en éliminant le fait technique, c'est en ayant une dimension de la technique qui soit commensurable au rythme humain. Et c'est là que la notion de geste intervient. La notion de geste technique, c'est par définition le geste à l'endroit d'un outil, qui est en partie commandé par l'outil, qui est en partie structuré par l'outil. Mais c'est un geste qui doit être un geste, parce que la machine n'a pas de geste. C'est ce que disait Simon, la machine peut faire des mouvements, elle peut simuler un geste, mais la machine n'a pas de geste. Seul l'humain a du geste. Et donc si on parle de gestuelle technique, c'est forcément le geste avec un outil, mais produit par un humain. Et donc c'est là où on a peut-être une possibilité d'approche. Donc comme je vous le disais, l'outil n'a pas de rythme parce qu'il a une fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, il faut distinguer la notion de fréquence et de rythme. Pour faire l'analogie, je dirais qu'il y a la même distance entre fréquence et rythme qu'il y a entre la figure géométrique et les formes esthétiques que l'on perçoit. La forme des nuages, c'est ce qu'on Amélie Poulain qui voit des nounours dans le ciel, etc. C'est une forme perçue, c'est pas la figure géométrique du géomètre ou du mathématicien qui va modéliser les nuages par la théorie des fractales. C'est deux notions différentes. La forme morphologique, pour faire cette tautologie, c'est pas la même chose qu'une figure géométrique. Il y en a un qui est idéalisation de l'autre. La fréquence et les rythmes, c'est pareil. Le rythme, c'est ce qui constitue la réalité humaine. La fréquence, c'est ce qui va l'idéaliser dans une mesure qui sera, du coup, un nombre d'itérations par seconde. Alors, le geste technique, ça va être quoi là-dedans? Eh bien, le geste technique, ça va être ce qui permet d'inscrire la fréquence de la machine et de l'outil dans le rythme de l'humain. C'est ça que l'idée qu'on peut mettre en avant. Du coup, l'enjeu, c'est que l'humain puisse ajuster son geste à l'artefact, et puisque le geste, c'est un geste qui est forcément inspiré par une intention d'exécution, on fait un geste pour faire quelque chose, ou un geste d'expression, on fait un geste pour exprimer quelque chose, eh bien, c'est un geste qui repose sur une délibération, qui repose sur une réflexion. Encore faut-il que le geste ne soit pas réduit, dilué dans une fréquence, parce qu'il faut tenir le rythme de la machine, il faut tenir la fréquence de la machine. Donc le geste permet d'assurer, en principe, une synchronisation entre l'outil et l'humain. Du coup, ça deviendrait quelque chose comme un enjeu éthique. C'est-à-dire que le geste, eh bien, ça serait précisément le prétexte pour introduire une temporisation homogène à la technique et homogène au temps de l'humain. Parce que l'idée, c'est d'avoir une espèce de cheval de Troie dans le monde de la technique. Si on confronte en face à face l'humain et la technique, ça ne va pas le faire. La technique va gagner. C'est ce qu'elle a fait depuis 5000 ans, même plus, depuis 300 000 ans, depuis qu'il y a le mot Faber, etc. Donc, la confrontation, il n'y a pas d'issue. Donc, quel est le moyen terme qu'on va pouvoir introduire pour rebondir sur cette confrontation et faire que ça soit justement une synchronisation? Eh bien, c'est ça où le geste est un candidat, parce que le geste introduit forcément de temporisation. Le geste introduit dans cette temporisation un lieu possible pour la réflexion et la délibération. C'est-à-dire que le geste peut réintroduire une profondeur éthique, c'est-à-dire la réflexion du geste qui du coup va assumer un passé qu'elle veut reproduire ou assumer, et introduire un avenir sur lequel on peut s'engager. On a une intention. Quand on fait un geste, c'est pour faire quelque chose. On s'engage sur un résultat qu'on va assumer ou pas, etc., qu'on va revoir, revisiter, discuter, etc. Donc cet enjeu éthique, en fait, deviendrait un enjeu de conception, mais en prenant un accent ancien, ça serait de dire que tout ce que le design éthique qu'on mobilise aujourd'hui, eh bien, pourrait se rapporter à un seul impératif catégorique, un peu comme l'impératif catégorique ancien, fait en sorte que l'outil proposé permette l'ajustement gestuel, la temporisation réfléchie, la délibération pratique, ce sont le devenir via l'outil et son usage.
L'idée, c'est de ne pas décider à la place de l'utilisateur, c'est que la gestualité qu'on prévoit dans l'outil permette à l'utilisateur d'avoir cette capacité à assumer via son geste eh bien, une intention sur laquelle il pourra être questionné, une réalisation sur laquelle il aura éventuellement justifié ou qu'il pourra mobiliser pour pouvoir accomplir ses intentions. Donc, dans cette conception, l'idée, c'est de pouvoir concilier les deux, hein, la fréquence technique et cette ouverture à l'intervention humaine à travers le geste, qui ne sera pas un geste commandé, c'est-à-dire qui ne sera pas un geste réduit à un mouvement piloté par la machine, hein, ce qu'on avait dans le mouvement industriel du XIXe siècle, hein, chez Simondon, hein, l'humain qui devient servant de la machine, il est juste là pour mettre les boulots au bon endroit, c'est pas un geste, c'est un mouvement corporel programmé par la machine. On n'a plus le geste là. Hein. Donc là, c'est l'inverse, c'est que la machine produise un prétexte à geste humain. Et évidemment, tout cela est un petit peu irénique parce que ça sera ma conclusion. C'est la dimension aporétique de mon exposé. J'ai pas de solution. Parce que, en fait, ce que je vous dis, ça marche pas. Pourquoi? Parce que les situations techniques temps réel, comment on les traite? L'algo-trading, on en parlait avec Simon hier, c'est des décisions financières qui se passent au niveau de la microseconde, voire de la nanoseconde. Évidemment, l'humain n'a pas le temps d'intervenir. Comment est-ce qu'il va prendre la main? Comment éviter les crises financières qu'on a eues du fait de cet algo-trading? Parce que ça, on sait que c'est déjà arrivé en revanche. Hein. La catastrophe à laquelle ça aboutit, on sait à quoi ça ressemble. Comment gérer l'autonomie des systèmes? Parce que plus ça va, plus on en promet des systèmes autonomes, puisque, comme vous le savez, c'est l'humain le problème. Donc il faut l'éliminer de la boucle techno-scientifique. Comment aborder la complexité sans perdre l'utilisateur? C'est bien gentil de dire en capacité, mais ok, ce temps qu'on va lui donner, qu'est-ce qu'il peut en faire en pratique? S'il doit absorber 10 000 ans de théorie pour comprendre ce qui se passe dans son artefact technique, comprendre toute la physique quantique et la théorie des calculabilités pour savoir ce qu'il faut faire avec son ordinateur, c'est pas comme ça qu'on va falloir s'y prendre. Également, comment concilier l'éthique du concepteur et l'incapacitation éthique de l'utilisateur? Parce que le concepteur fait déjà des choix, et il fait des choix qui vont fermer des possibles, en ouvrir d'autres, et ces autres doivent permettre l'incapacitation éthique de l'utilisateur. Pas simple cette histoire. Et comme vous savez, les trois mantras du numérique, c'est ce qui n'est pas codé n'existe pas, ce qui n'est pas prévu est interdit, ce qui est prévu est détourné. Donc, avec ces éléments qui sont le fait numérique empirique que tout le monde constate, eh bien, comment est-ce que vous pouvez, vous, dans un choix de conception, introduire le fait, ah oui, l'impératif kantien du design éthique, c'est de dire qu'il faut en capaciter l'utilisateur par des gestes qui lui donnent le temps de savoir ce qu'il fait. Oui, d'accord, mais on fait ça comment? Comment justement donner le choix sans, avec plein de bonnes intentions, décider à sa place. Hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on éduque à travers des outils, on fait des choix, on veut que les gens ne fassent pas n'importe comment, mais on ne veut pas décider à leur place, on ne veut pas être les savonarales de la sauvegarde et le fait de sauver le monde par le numérique, on veut être précisément des éducateurs, on veut être plus proche de Kant que de Savonarola. Mais également, il y a des questions de mise en conformité, l'éthique propre du concepteur, c'est-à-dire ce en quoi il croit, ce qu'il veut promouvoir, etc. Bref, tout ça, c'est des questions ouvertes, et qui sont autant de cailloux dans la chaussure du geste que je défends ici. Donc, la conclusion que je propose ici, ce n'est pas une, en fait, c'est juste un point d'état, c'est dire que la notion du geste numérique est une excellente question. Merci Serge et Simon d'avoir pensé à cela, parce que c'est non seulement une très bonne question, parce que, comme vous l'avez compris, j'y vois un développement que je ne soupçonnais pas au départ. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un coin qu'on peut mettre dans l'aporie de la modernité technique, de savoir que cette accélération technique se passe de plus en plus sans l'intervention de l'humain. Donc en fait, voilà, on met un coin, un écart dans lequel on va pouvoir s'engouffrer. Donc déjà, sans savoir exactement comment on va le négocier, savoir que c'est un impératif technique. Mais comme dit Kant, si ça se trouve, aucun système n'a été conçu pour le moment selon cet impératif. Hein, comme aucune action n'a sans doute été morale dans toute l'histoire de l'humanité selon l'impératif kantien. Mais l'idée, c'est de reposer sur une conception éthique existentielle que j'avais au départ, c'est le fait de dire que le avec du concepteur et l'utilisateur. On ne désigne pas pour que l'utilisateur ne soit que la conséquence de notre conception, on désigne pour qu'il soit en capacité d'avoir un avis, y compris pas le nôtre, dans l'usage qu'il va faire du système.
n'oublions pas qu'il va détourner. Donc ne soyons pas vertueux à sa place, ça ne veut rien dire. En revanche, faisons en sorte que s'il n'est pas vertueux, il soit en capacité de devoir répondre de ses actions. Et si l'outil décide à sa place, ben évidemment, il est responsabilisé, même au niveau juridique quasiment. Donc c'est cette tension qu'il faut avoir, c'est comment on peut, avec les réalités techniques contemporaines, créer des espaces d'incapacitation éthique pour les utilisateurs. Et surtout arrêter, là c'est mon coup de gueule final, arrêter les pseudo-solutions, les cautères, les jambes de bois qu'on appelle les chartes. Donc si vous allez taper sur l'I3E numérique ou le Syntec numérique, vous avez 10 000 chartes qui tombent. Alors il faut être beau, gentil, intelligent, aimer son prochain, on est contre la fin dans le monde, j'oubliais aussi, voilà. Et là, on vous dit plein de bons principes, maintenant démerdez-vous avec ça et faites des systèmes qui soient conformes. Bon, évidemment, c'est une manière de ne pas traiter le problème. Ou alors les conceptions des moines soldats du numérique. Hein, c'est-à-dire que les gens font n'importe quoi, on va les cadrer pour pas qu'ils fassent n'importe quoi. Donc on sera écologique à leur place, on sera inclusif à leur place, etc. Bref, on va faire plein de choses à leur place, de toute façon ils sont trop bêtes et trop irresponsables pour savoir ce qu'ils doivent faire avec. Donc c'est toute cette tension, ça ne veut pas dire qu'il faut que le concepteur aliène sa propre éthique, mais en même temps il faut qu'il comprenne qu'il n'est pas seulement en jeu, il y en a d'autres. Et donc c'est cet impératif catégorique que je vous propose, mais évidemment, je vais terminer sur une aporie, parce que pour l'instant, le seul truc qu'on puisse dire, c'est que c'est pas gagné. Hein. Il y a du travail, et donc justement, je vais rester pour vous écouter, parce que là, du coup, je vais essayer de comprendre comment on va pouvoir faire grâce à vous. Merci beaucoup.